Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Entre temps, j'ai accouché et je suis là pour vous raconter en gros comment ça s'est passé. Pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à revenir et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Voilà, parce que j'imagine que ça vous intéresse beaucoup. Si jamais vous entendez des petits bruits, c'est normal, c'est parce que ma fille est en train de dormir juste à côté. Il se peut qu'elle se réveille, il se peut que vous l'entendez réclamer. Avec toutes les informations que j'avais données à la sage-femme, elle était prévue pour le 21 mars. Et avec la façon dont elle se développait, on l'attendait pour avant. Donc j'avais dit à ma mère à la base, je pense que j'accoucherai entre le 6 mars et le 12 mars. Et en fait, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Retenez-le très bien pour la suite parce que c'est super important. À partir du 6 mars, j'ai commencé à avoir des pertes de liquide. D'ailleurs, disclaimer, si vous n'aimez pas trop qu'on parle de fluide corporel, de sang, etc., etc., la vidéo n'est clairement pas faite pour vous, parce que là, je vous raconte tout de A à Z, ou quasi. À partir du 6 mars, j'ai commencé à perdre du fluide. Simplement, je ne savais pas si c'était des pertes blanches, si c'était de l'urine. Sachant parfaitement que je ne suis pas incontinente à mon âge quand même, je m'étais dit, c'est pas de l'urine. Ça ne sent pas comme l'urine, mais c'est là. Donc je me suis dit, bon, peut-être que c'est mon corps qui déconne, mais à partir du moment où j'ai pas mal ni rien, je vais pas faire grand-chose. Du coup, j'ai ça depuis le 6. Le 10, j'ai de très très grosses contractions. Contractions qui me mènent à aller prendre un bon bain pour voir si ça allait continuer ou pas. Ça s'en va. Bon, on est le 11, on est le 12, on est le 13, on est le 14. Et là, je me dis, mais c'est bizarre quand même parce que depuis mes dernières semaines de grossesse, j'ai extrêmement mal aux hanches parce que si vous ne savez pas, au fur et à mesure de la grossesse, vous avez vos hanches qui s'élargissent parce que c'est normal, ça s'accommode avec le bébé qui grandit. Et ces hanches-là vont rester comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai accouché depuis 6 semaines exactement et mes hanches sont restées larges comme ça. C'est-à-dire que j'ai perdu, pas tout le poids que j'ai accumulé pendant la grossesse, mais j'ai perdu du poids. Mais les hanches, elles restent comme ça. Et la taille de mes pieds, qui avait augmenté un petit peu, elle est toujours aussi grande. Je m'attends à ce qu'elle sorte parce que j'ai des contractions qui arrivent comme ci, comme ça, mais pas des contractions super fortes. C'est largement supportable. Je continue à attendre et je me dis c'est bizarre parce que selon mes calculs, elle aurait dû arriver aux alentours du 13 maximum, 13 mars. 13 mars, toujours rien. 14, 15, 16... Et là, je me dis, mais franchement, c'est bizarre. Il n'y a rien qui progresse. On m'a dit que si j'avais pas de contraction, si j'avais pas mal et que ça partait comme ça venait, c'était pas la peine de venir. Et si j'avais pas perdu les os, c'était pas la peine de venir non plus. Et comme il n'y avait aucun de ces cas de figure qui arrivait, ben moi j'ai attendu. Et il faut savoir que le terme d'une grossesse en France, c'est 41 semaines. À partir de 41 semaines, il te déclenche normalement parce qu'il y a des risques comme quoi le bébé pourrait faire des complications s'il sort pas bien vite. En tenant ça en compte, on m'avait dit si votre bébé n'est pas arrivé à 41 semaines, donc moi ça correspondait au 21 mars, il faudra que vous veniez à l'hôpital et qu'on vous fasse déclencher. Et moi j'avais pas envie de me faire déclencher parce qu'on m'avait dit que ça faisait très mal. Et moi je n'aime pas avoir mal. Donc je me suis dit, tant que je vais bien, il n'y a pas de raison pour que j'aille à l'hôpital. On arrive au 24 mars et on m'avait dit bon, si tu as quelques jours après le terme, ça va, c'est pas trop grave. Mais je ne sais pas, dans ma tête il y a un truc qui va pas. Je dis à monsieur, écoute, c'est vraiment bizarre. J'ai pas envie d'être enceinte un jour de plus. Parce que vraiment, j'avais vraiment mal. J'avais l'impression que j'étais en travail depuis longtemps, mais que ça ne progressait pas. C'est-à-dire que je n'étais pas en souffrance complète, mais j'étais en mode, je veux que ce bébé sorte de mon corps. Donc, il faut que j'essaye des positions pour l'aider à sortir, parce que t'as des trucs comme ça qu'on t'enseigne pendant les cours de préparation à l'accouchement. Et donc, je faisais ça, du stretching tous les jours, manger des aliments qui pourraient l'aider à sortir, comme l'ananas et tout ça, si vous avez vu sur Instagram. Voilà.
Et je lui dis, mais en fait, je continue à perdre ce liquide depuis le début du mois de mars et ça me perturbe. Et si c'était pas la poche des os, que la poche est toujours là, mais que ça part petit. Donc j'ai dit à monsieur, bon, écoute, si demain il y a toujours rien, ça s'est toujours pas déclenché, on appelle mes parents, on va aux urgences et on va expliquer le problème pour avoir une idée de quoi faire, parce que ça commençait à bien faire. Donc c'est ce qu'on fait. Il faut savoir qu'on n'est pas véhiculés, nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas de voiture, on fait tout à pied ou bien en transport en commun. Et l'hôpital dans lequel j'étais censée accoucher se trouvait, bon, pas loin de la maison, mais du côté de chez mes parents. Mes parents ont une voiture. Mes parents m'ont donc accompagnée à l'hôpital le 25 au matin. Et bon, attente, j'explique mon problème, je dis oui, écoutez, je perds du liquide depuis le début du mois, je sais pas trop ce que c'est, j'aimerais savoir quoi faire exactement parce que je ne veux pas être déclenchée, parce que je suis à terme, j'étais à 41 jours et 41 jours plus... Non, pardon, 41 semaines plus 4 jours, je dis des conneries. Du coup, j'attends, puis on m'appelle, je me fais examiner, alors pendant tout de la procédure, à partir du moment où je suis arrivée aux urgences jusqu'à ce que je sors de la maternité, on me prend ma tension tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour vérifier si tout va bien, etc. Donc on me fait toute une série de tensions, on me fait le test PCR pour le Covid et tout ça, bon, négatif, hein. Et puis on commence à me faire des touchés vaginaux pour savoir est-ce que mon col progresse, qu'est-ce qui se passe. Alors il s'avérait que j'étais ouverte de 2 doigts, mais par contre mon col était haut. Ça correspondait à un accouchement qui allait commencer, mais bon, étant donné que j'étais à plus du terme et que ça descendait pas, il s'était demandé si on n'allait pas me déclencher. Mais d'abord j'ai voulu qu'ils me disent que c'était que ce liquide, parce que vraiment ça me turlupinait. Donc de là ils prennent un échantillon pour savoir ce que c'est. Et je ne vous fais pas patienter plus longtemps, c'était du liquide amniotique. Donc en gros, ma poche des os était fissurée depuis le 6 mars et elle coulait petit à petit comme ça. Sauf que bébé ne voulait pas sortir. Bébé était bien dans le ventre et elle ne voulait pas du tout sortir. Mais vraiment pas. Je pense que si elle aurait pu patienter 2 semaines supplémentaires, elle l'aurait fait. Donc là, ils me disent, bon, étant donné que c'est du liquide amniotique et que vous avez dépassé votre terme, on vous garde. Bon, de là, j'appelle mes parents, j'appelle monsieur qui était dans la salle d'attente parce que avec tous les trucs du Covid, il pouvait pas venir avec moi. Et je lui dis, bon, on me garde, donc je vais accoucher ce soir. Voilà. En gros, c'était ce qui était prévu. Donc il voulait me faire une perfusion pour m'administrer des antibiotiques, puisque étant donné que ça faisait 2 semaines que je perdais du liquide amniotique, il voulait être sûr que je ne faisais pas une infection et que ce soit dangereux pour la petite et tout ça. Donc ils ont préparé ma perfusion qui a mis quand même super longtemps à être installée, puisque je suis arrivée aux urgences le 25 au matin, il devait être 10 ou 11 heures, et j'ai eu ma perfusion le soir à partir de 18h. Donc pendant ce temps-là, j'étais en train de me balader dans l'hôpital avec monsieur, on discutait, on mangeait, on marchait pour essayer de faire avancer le travail éventuellement. Quand on est revenu dans la chambre de travail, on m'a revérifié le col et ça n'avait pas bougé. J'étais toujours à 2. Par contre, entre-temps, mes contractions revenaient un petit peu plus fort, mais bon, c'était toujours supportable. Après, il faut savoir que pendant les dernières semaines de la grossesse, j'avais regardé énormément de vidéos YouTube de doula américaines qui t'expliquaient comment est-ce qu'il fallait faire pour respirer et ne pas avoir trop mal pendant les contractions. Et donc, à chaque fois que je sentais une contraction arriver, je respirais comme ça et je sentais pas la douleur, tout simplement. C'est-à-dire que je voyais les trucs sur le monito, on voyait ma fréquence cardiaque, celle de l'enfant, et puis les contractions. Les contractions étaient fortes, mais moi ça allait encore, tu vois. C'était désagréable, mais ça allait. Donc on arrive dans la chambre de travail entre 18h et 20h. Leur matériel pour mon cœur et pour le cœur de la petite était un petit peu cassé.
C'est-à-dire, ça tenait pas en place, il fallait que je tienne avec mes mains. Et si je me mettais dans certaines positions, parce qu'en fait mon but c'était de marcher dans la pièce, me mettre dans la position que je veux pour faire en sorte que ça passe plus vite. Sauf qu'à chaque fois que je me penchais vers l'avant, et ben, le truc il glissait et on perdait le signal de la fréquence cardiaque de la petite. Donc là je dis bon, votre truc il est vraiment mal fait, parce que ça glisse tout le temps et on perd le truc, alors que pendant toute ma grossesse je n'ai eu aucune complication. Tout se déroulait très bien. Et là, on perdait le cœur de la petite toutes les 5 minutes, sans déconner. Je faisais strictement rien. J'avais même beau être assise, allongée dans cette espèce de lit, là, je sais pas comment ils appellent ça. Et on perdait quand même le cœur de la petite. C'est-à-dire que ça descendait, le rythme cardiaque descendait, ce qu'on appelle une bradycardie. La première fois que ça arrive, ça fait des signaux d'alarme comme ça dans la chambre. La première fois, j'étais toute seule parce que monsieur était parti aux toilettes. Et puis de là, je vois 5 personnes rentrer dans ma chambre comme ça, me tourner dans tous les sens, vérifier que tout est bien mis. Je sais plus trop ce qu'ils ont fait. Enfin, vraiment, ils m'ont administré des trucs pour que ça passe mieux. Enfin, je me rappelle plus. C'était un peu le flou, à vrai dire. Mais j'ai vu 5 personnes autour de moi d'un seul coup. Et puis ensuite, plus rien. Et en fait, on m'a dit que c'était parce qu'ils voyaient mon monito depuis la salle des auxiliaires infirmiers. Enfin, je sais plus trop comment est-ce on les appelle, eux. Je suis désolée, c'est un peu confus ce que je vous raconte, parce que les souvenirs me reviennent comme ça. Mais bon, ça m'avait fortement impressionnée parce que j'étais toute calme, et puis tout d'un coup, paf, t'as énormément de gens qui arrivent comme ça. Et puis ils me disent, on perd le signal du cœur de la petite, c'est pas normal et tout ça, donc on va voir si on peut pas accélérer les contractions pour l'aider à sortir plus vite. Et il s'avérait que ça ne marchait pas, on perdait quand même le signal du battement du cœur. Donc, ils ont fait la tentative inverse, c'est-à-dire qu'ils ont voulu rallonger les contractions. Si je fais des têtes bizarres, en fait, c'était parce que je connais pas le jargon, en fait. C'est juste comme ça qu'ils m'avaient expliqué à moi. Donc, désolée si ça reste relativement confus pour vous. Ils ont rallongé les contractions parce que, apparemment, à chaque fois que j'avais une contraction, elle supportait pas et on perdait le cœur. Et là, de même, ça ne marchait pas. Donc du coup, ils ont voulu tester un nouveau truc avec moi, un dispositif qui s'appelle le Stan, qui consistait en fait à poser des électrodes, enfin des espèces de... Vous savez, les trucs qu'on poste sur le corps pour capter des signaux nerveux, ou je sais pas, tu vois, vous voyez ça dans les films surtout. Bref, ils voulaient poser ça sur la tête de la petite. Et pour ça, il fallait qu'ils percent la poche des os, définitivement. Donc, elle était déjà fissurée, mais elle n'était pas trouée. Ils m'ont posé la question, hein, pour toutes les tentatives qu'ils voulaient faire. Ils m'ont toujours demandé mon accord, donc ils ont été très très réglo là-dessus. Ils ont été super bienveillants et attentifs à ce que je voulais. Donc là, franchement, je leur tire mon chapeau à cette équipe-là, parce qu'ils ont vraiment... ils m'ont mis à l'aise et tout. Et donc je leur ai dit, bon, si ça peut aider... percez-moi la poche des os, voilà. Il me la perce, donc je sens en fait c'est une espèce de petite tige avec un petit crochet au bout, mais minuscule, hein. Et je sens que il l'insère et puis il l'accroche et il tire. Et là j'ai l'impression que je me fais pipi dessus, mais d'une force, c'est-à-dire que le lit était inondé par la poche des os. Voilà. Et moi j'étais là genre, mais c'est bizarre, c'est chaud et tout, j'ai l'impression que je vais me faire pipi dessus. Et là j'entends une infirmière me dire, ou la sage-femme, je sais plus, me disait, écoutez, elle a beaucoup de cheveux la petite. Et nous on s'est dit, bon, parce que d'habitude les bébés ils ont pas beaucoup de cheveux. Elle avait beaucoup de cheveux déjà de base, probablement parce qu'elle était déjà à terme dépassé, on sait pas trop. Du coup ils posent sur sa tête et tout ça, parce qu'ils disent que là on aura les signaux nerveux directement à la source, c'est-à-dire à partir de la petite. Et elle est juste là en fait, c'est pour ça que je regarde dans la direction. Ça continue de baisser, et puis on vient nous voir, on dit on voudra pas trop vous alarmer, on va peut-être demander au médecin qui est là ce qu'il pense qu'on devrait faire. Mais en théorie, si vous êtes d'accord et qu'on ne trouve pas d'autres alternatives, il faudra que vous vous prépariez à avoir une césarienne. Et c'est ce que j'ai fini par avoir, une césarienne. Mais une césarienne d'urgence, c'est-à-dire que
C'était pas prévu à la base, du tout. Moi j'avais prévu d'accoucher par la voie basse, quoi. Mais vraiment, il voulait pas faire souffrir la petite plus longtemps et il fallait qu'elle sorte, tu vois. Donc on se prépare avec monsieur, on en discute, on dit bon, qu'est-ce qu'on fait parce que là ça va vraiment très vite, hein, entre le moment où je suis arrivée dans la salle de travail et le moment où ils m'ont envoyé au bloc, il y a eu quoi 3-4 heures, hein. Je suis arrivée, il devait être 18-19 heures en chambre. Je suis partie au bloc, il était 23 heures minuit, hein, environ. Il me prépare pour aller au bloc et de là, ben, t'as les 5 personnes qui sont venues me faire la péridurale avant. Parce que ça faisait un moment que j'avais la péri, parce que je me suis dit, bon, bah, si on prépare pour une césarienne, autant que j'ai une péri une demi-heure, voire 45 minutes avant. Et ils venaient checker si j'avais des sensations dans les jambes. Et je les perdais, en fait, la sensation. J'avais l'impression d'être complètement ankylosée, de ne plus pouvoir les bouger. On me disait, essayez de bouger vos orteils et tout ça. Essayez de redresser vos genoux vers la poitrine. Et j'y arrivais pas. Et ça fait paniquer beaucoup de gens, mais moi, j'étais pétée de rire. Parce que je me dis, c'est trop bizarre, t'as l'impression d'avoir des fourmis dans les jambes. J'ai trouvé ça hilarant, je ne pouvais plus m'arrêter. Avant, je regardais les vidéos et on me disait que c'était une aiguille relativement longue. J'ai pas vu l'aiguille, j'ai vu le mec qui était censé me la poser, l'anesthésiste là. On a dû me foutre le dos complètement à poil. T'avais une des infirmières qui était face à moi qui me tenait les mains. T'en avais 3 qui étaient dans mon dos en essayant de me calmer, de me donner la position à mettre. En fait, je dis me calmer parce qu'ils s'attendaient à ce que je hurle de douleur lorsqu'on m'a posé la péridurale. Et en fait, le truc que j'ai ressenti, c'est comme si vous preniez une énorme agrafeuse et que le long de votre colonne vertébrale, à partir du bas, on fait crrr, 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 crrr. Ça fait hyper mal. J'avais l'impression qu'on m'agrafait. Et là, jusqu'à maintenant, on est en début mai, j'ai mal au bas du dos. Je hurlais pas, mais je respirais profondément, comme quand j'avais des contractions, pour faire passer le truc. Et je grognais parce que je sentais que ça me faisait un peu plus mal, et j'étais genre... J'étais comme ça, le temps que ça passe. Et ça les avait fortement impressionnés parce que, selon eux, les femmes étaient en train de hurler à la mort parce que ça faisait trop mal, selon eux. Bon, de là, ils me laissent le temps de m'acclimater à la péridurale, en vérifiant si j'ai des sensations et tout. Je passe au bloc, donc de là, ils me transfèrent du lit de la salle de travail à un brancard. Et ce brancard, je l'ai eu à partir du moment où je suis passée du bloc jusqu'à la fin de mon séjour en maternité. J'étais dans un brancard. Ils m'ont foutu sur un brancard parce que j'avais plus aucune sensation dans les pieds. C'est là que ça a vraiment switché. Je suis allongée dans le brancard, je vois les lumières de l'hôpital défiler parce que on m'emmène là-bas, quoi. Et là je me dis putain, on dirait que je suis dans des séries hospitalières, policières, machin truc, et qu'il y a eu un accident et tout ça. Sauf que je regarde pas la télé, il s'agit de moi, tu vois, c'est au travers de mes yeux. Et là, je commence à paniquer, je me dis, ouais, dans quoi je m'embarque et tout là, c'est le vrai bloc, c'est le vrai truc. Il me faut rentrer dans la salle. Monsieur devait se mettre dans une tenue pour éviter de foutre des germes partout, il me semble. Donc il a suivi, mais en décalé. Et là, on était passé de 5 personnes qui m'avaient escorté jusqu'au bloc, à une dizaine, voire une quinzaine de personnes, tous d'un coup, qui viennent se présenter à moi en me disant « Oui, je suis machin, il va se passer ça, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous. » Et moi, je vois autant de gens et je me suis dit « Putain, mais pourquoi est-ce qu'ils sont là en train de me rassurer et je vais mourir, est-ce que je vais mourir ?» Parce que je me dis « Mais c'est pas possible, ils sont là en train de me rassurer parce qu'il va se passer un truc tellement grave que je vais avoir... des dommages collatéraux, je vais crever quoi. Et là, j'ai les larmes qui coulent, mais c'est nerveux, tu vois, j'étais pas triste ni quoi que ce soit, mais c'est juste que je me dis, mais putain, mais je vais crever là, je vais crever. Donc ça coule. L'opération se passe, je ne vois pas, parce qu'on a l'espèce d'écran, couverture, enfin,
Voilà, je suis allongée dans mon brancard avec les bras en croix pour qu'on me tienne tranquille. Il vérifie que la péridurale est assez forte pour que je ne sente rien, parce que je sentais rien, pardon. Je parle tellement vite, ça me rend encore un peu nerveuse, c'est pour ça que je speed comme ça. J'avais une seule peur, c'est que je sois complètement endormie pendant l'opération. On m'avait tellement raconté des trucs, des histoires glauques, comme quoi la petite, elle pourrait se faire kidnapper, il pourrait lui donner de la formule alors que moi je voudrais pas, et puis moi j'aurais aucun droit de voir ce qui se passe parce que je serais complètement endormie, et je voulais être réveillée pour cette raison-là. Je me disais, mais je veux savoir quand est-ce qu'il la sorte, je veux tout savoir. Donc ils m'ont pas endormie, et j'ai senti que malgré la péridurale, on était en train de me manipuler en bas du corps, au niveau du ventre et du bas-ventre. On me secoue un petit peu dans tous les sens et je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Parce que quelques minutes après, il y avait le poids de ma petite qui s'était soulevé, donc qui s'était sorti de mon corps. D'un coup, vous vous sentez très léger, et puis ensuite qu'on vous le repose dessus. Et là, j'entends un petit... Et là, je dis, putain, je pleure. Mais je pleure. Je me suis dit, mais putain, je vais crever. Et puis tout d'un coup, aussi vite, je l'entends crier comme ça, mais pas longtemps. Ça a duré une fraction de seconde. Et puis ensuite, ils sont venus me la poser sur moi. Mais je la voyais pas, en fait. Ils me l'avaient mis là. Mais comme je voyais pas de prenne ni quoi que ce soit, et que j'étais un peu coincée comme ça, dans mes étriers ou je sais pas trop quoi, je pouvais pas voir. J'ai senti la petite, mais minuscule à côté de moi. Je la voyais pas. Mais je sentais que son poids était tout petit. Moi, on m'avait dit qu'elle ferait 3,5 kg à la naissance. Et en fait, il s'est avéré qu'elle pesait 2,7 kg. Donc elle était beaucoup plus petite que ce qui était prévu. De là, pendant qu'ils sont en train de me recoudre de cette césarienne, ils vont faire les soins de la petite et monsieur part avec elle pour vérifier que tout se passe bien et pour faire du poids. Bon, moi je continue à pleurer, je continue à discuter avec les gens, avec le chirurgien qui m'a fait l'opération et tout ça. Ils m'ont tous félicité parce que selon eux, ils n'avaient jamais vu quelqu'un qui tolérait si fort la douleur, quoi. On aurait dit que c'était un truc qui arrivait tous les 3000 ans, quoi. Enfin, bref, j'étais là genre, c'est gentil, merci, mais voilà, quoi, j'étais en mode, ok, pourquoi pas, quoi. Je pose les questions qu'il faut, tout le monde me rassure, tout le monde me félicite pour cet accouchement, pour ce courage, et tout et tout. Et on m'emmène de là en salle de réveil. J'ai accouché, il était 1h11. On était le 26 mars à 1h11 du matin, quand ils l'ont sorti. J'arrive en salle de réveil peut-être une demi-heure après ou un truc comme ça. C'était vide, hein, j'étais la seule patiente. Il y avait une infirmière qui était là pour vérifier que tout se passe bien, que je faisais pas d'hémorragie ni quoi que ce soit. Et je suis restée bien 1h30, 1h40 pour vérifier que je commençais à avoir des sensations dans les jambes. J'ai commencé à avoir le full contrôle de mes jambes à partir d'1h30, ce qui est un record pour elle. Je sais pas trop pourquoi il s'amusait à me dire ce genre de choses, j'en avais un peu rien à péter. Mais en fin de truc, il m'avait rapporté ma fille pour que je puisse faire du pot à pot avec elle et que je puisse donner la tétée de bienvenue, on va dire. Et ça n'a pas pu en fait, parce qu'elle était tellement crevée par tous les trucs qu'on nous avait administrés à toutes les deux, parce que ce que je me prenais comme médoc, elle le ressentait aussi, parce que il y avait le cordon ombilical et tout ça. Et elle était complètement shootée, crevée. Moi, pareil, je m'endormais toutes les 2 secondes. Donc on a fait un peu de pot à pot, et puis on est monté en chambre lorsque tout a été clear. Je commençais à avoir un peu mal au niveau de la cicatrice, parce qu'ils m'ont fait des points qui étaient censés tomber 2 semaines après l'opération. On monte en chambre et monsieur est là en chambre, il nous attend, tout ça. Bon, on passe la première nuit là. On n'arrive pas à dormir parce qu'on est là en train de regarder la petite en se disant ouais purée, mais elle est là enfin, on l'a attendue pendant si longtemps et elle est enfin là, on n'arrivait pas à dormir. Pourtant la fatigue était présente, hein. Moi à ce moment-là ça faisait 24 heures que j'avais pas dormi, à tenir en compte.
Le lendemain, t'as monsieur qui avait réussi à dormir un peu, mais il avait eu tellement un gros choc par rapport à mon entrée en bloc qu'il a dû sortir pour vérifier qu'il n'avait pas chopé la gastro ou un truc comme ça. Donc il voulait absolument voir un médecin avant de venir parce que c'est très contagieux pour les bébés et tout ça. On s'est retrouvés toutes les deux, la petite et moi, en chambre dans la journée. Et là, ça a commencé à être le défilé dans la chambre. T'avais énormément d'infirmières, de sages-femmes qui venaient vérifier si tout allait bien, prendre la tension, vérifier pour la petite si la température était bonne, parce que un poids aussi petit, ça voulait dire qu'elle régulait pas sa température toute seule. Donc il fallait une lampe chauffante au-dessus de son berceau. Et il fallait faire du pot à pot et tout ça. Et moi, j'étais complètement terrifiée parce que c'est la première fois que je me retrouvais avec un bébé qui en plus était le mien. Et même si j'avais énormément d'amour pour ma fille, j'en ai énormément, j'avais peur de la casser parce qu'elle était si petite et tout ça, que je me suis dit, si je fais un truc de travers, non seulement je vais la faire tomber, mais j'étais paniquée, vraiment. Et en plus de ça, comme je n'avais pas dormi, j'étais encore plus intimidée, ce que tu veux. Mais bon, j'avais une seule idée, c'était de la mettre au sein. Parce que je me suis dit, c'est quelque chose que je voudrais avoir avec mon enfant et tout ça, un lien privilégié. Et j'ai voulu la mettre au sein, sauf qu'elle était tellement petite, tellement fatiguée par l'opération et tout ça, qu'elle n'y arrivait pas. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à tenir, elle n'arrivait pas à trouver. Et t'avais beaucoup d'infirmières elles se sont relayées toute l'après-midi, enfin du matin jusqu'à l'après-midi, la soirée, pour essayer de la forcer au sein, mais elles étaient en train de forcer sur sa petite tête et tout ça pour qu'elle prenne et tout. Et moi j'étais là, mais horrifiée. Je me suis dit, mais attends, elles sont pas en train de lui faire mal et tout ça. Mais j'osais pas rien dire parce que je suis pas une professionnelle là-dedans, tu vois. Je me dis juste, la petite, elle est stressée, je suis stressée. Qu'est-ce qu'on fait là ? Parce qu'elle voulait pas lâcher le morceau. Ça continuait de défiler dans la chambre jusqu'à tard. On me donnait à manger, sauf que j'étais tellement préoccupée par la petite que pendant toute la durée du séjour, j'ai pas mangé dans les temps. Je mangeais 3 heures ou 4 heures après qu'on m'ait donné mon plateau. Parce que mon but, en fait, c'était de la faire manger, tout simplement. Et je voulais absolument lui donner mon lait, sauf que comme elle prenait pas, elle perdait du poids, elle s'affamait. Puis à un moment, elle était en train de hurler à la fin, à l'agonie, ce que tu veux. Moi, j'étais au bout de ma vie. Là, à ce moment-là, ça faisait 48 heures que j'avais pas dormi. Et j'avais besoin d'aide parce que j'étais vraiment dans une détresse psychologique où je me suis dit, je sais pas ce que je vais faire, tu vois. J'ai envie d'être dans le calme, j'ai envie qu'elle mange, mais je me sens pas spécialement écoutée parce que c'était une autre équipe qui était là, qui était en train de s'occuper de moi pour le séjour. Pendant le séjour, tu as eu à peu près une dizaine d'équipes qui se sont relayées sur les 5 jours que j'ai passés là. Mais alors le pire, c'était le premier jour. À partir du moment où je suis rentrée dans la chambre après l'accouchement, jusqu'à la deuxième journée, j'ai vécu un enfer. Je veux dire, tout le monde était contre moi. J'avais l'impression d'être l'ennemi numéro 1. Parce que quand tu accouches, tu as tes hormones qui descendent d'un seul coup comme ça. Et tu te retrouves à fleur de peau, émotive as fuck. Et vraiment, dans ces moments-là, t'as pas du tout envie qu'on vienne te faire la morale. T'as pas envie que... on vienne te bousculer, tout simplement. T'as juste envie qu'on t'écoute et qu'on te donne du soutien. Et là, vous vous souvenez que je suis toujours toute seule avec la petite, avec les gens qui arrivent et qui viennent me voir toute la journée, tout le temps. J'appelle une infirmière avec le téléphone qu'il y a dans la chambre parce que j'étais dans une chambre individuelle et j'avais posé la petite dans son berceau sous la lampe chauffante avec sa couche et tout ça parce que j'avais fait du pot à pot avec elle. Genre encore jusqu'à 30 secondes auparavant. Et j'avais appelé l'infirmière au téléphone, je lui disais, est-ce que vous pouvez venir ? J'ai vraiment besoin d'aide, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin que vous veniez vite, parce que je sais pas quoi faire. C'est ce que j'ai dit. L'infirmière que j'ai eue de l'autre côté ne voulait pas venir. Parce que lorsqu'elle m'a répondu, c'est j'arrive. Voilà ce qu'elle m'a répondu. J'attends. Je m'attendais à ce qu'elle arrive très vite. Parce que vraiment, j'ai dit, je suis en détresse. Je lui ai dit, je suis en détresse, j'ai besoin d'aide. Elle a mis son temps à arriver. Bon,
La petite continuait à crier et tout ça, sauf que elle était sous la lampe et tout ça. J'essayais de rester proche pour garder le maximum de chaleur. Mais je voulais pas la prendre contre moi davantage parce que je me suis dit que ça allait la stresser davantage. Et j'avais peur de malgré moi, vriller complètement et me mettre à secouer. Et il faut savoir que le syndrome du baby secoué, c'est une chose réelle et c'est une chose très très grave. Et je voulais éviter ça parce que j'étais pas stable psychologiquement, tu vois. Donc pour éviter ce genre de problème-là, je l'avais laissée dans son berceau en couche. Mettez-vous toujours en compte qu'il y avait la lampe chauffante, que j'étais là, que tout était bien mis correctement. L'infirmière arrive dans la chambre. Déjà, pas un bonjour ni quoi que ce soit, elle voit que la petite est dans son berceau en couche et elle commence à m'engueuler en disant Ouais, déjà, la petite à poil dans son berceau, ça va pas le faire. ça va pas le faire. Elle l'a dit mot pour mot, ça va pas le faire. Comme ça. Alors que je lui dis, je suis en détresse, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose parce que je peux pas rester comme ça. Donc déjà, elle me part sur un ton comme ça. Et elle me dit... Ouais, vous devrez faire du pot à pot. Je lui dis, mais j'ai déjà fait du pot à pot. J'ai fait du pot à pot, ça ne marche pas, elle est en crise. Mais... Vous auriez dû appeler sur la ligne d'urgence. Je lui fais, mais oui, mais la ligne d'urgence, elle est par terre parce que le truc est tombé. J'allais pas, après ma césarienne, ça je lui ai pas dit, hein. Mais suite à la césarienne, en fait, tu as une sonde urinaire qui est sur ton urètre pour que tu puisses aller aux toilettes. Parce que tu peux pas te déplacer, parce que ça fait très mal. Et ils peuvent pas te laisser aller aux toilettes tant que tu ne t'es pas débarrassé de tous les restes de l'anesthésie, etc. Donc que tout aille bien, il faut que tu boives en plus de ça pour leur prouver que c'est bon, ils peuvent te laisser faire. Et donc du coup, tu me vois, moi, me balader dans la salle, à quatre pattes pour ramasser un putain de téléphone d'urgence, pour appeler l'urgence, avec une sonde urinaire qui traîne derrière moi. Tu me vois faire ça? Enfin bref, j'étais déjà énervée, j'étais à fleur de peau, j'étais tout ce que vous voulez. Et j'ai pas relevé, j'ai dit j'ai fait du pot à pot. Mais je vous ai dit que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que vous me conseillez parce que là j'en peux plus, je sais pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez m'emmener au final de la formule? Parce que même si c'est ce que je voulais pas faire, je voulais que ma fille soit nourrie parce qu'elle était affamée. Et que tout ce stress tombe. Et de là, elle finit par accepter le truc. Mais elle revient pas avant un certain temps, tu vois. Donc elle prend bien son temps pour revenir, celle-là, tu vois. De là, tu sais pas quoi, elle sort. Donc moi, je me mets à pleurer encore plus parce que j'ai trouvé cette rencontre encore plus stressante que ce que j'avais déjà subi. Et puis de là, t'as ma mère qui arrive. On est en période de Covid. Tu n'as le droit qu'à un seul accompagnateur pendant la durée de ton séjour. Mon accompagnateur, c'était monsieur. Monsieur n'était pas là parce qu'il était en train de trouver un docteur pour s'assurer que tout allait bien. Et du coup, moi, j'étais toute seule. Mais ma mère n'était pas au courant du tout de ce qui se passait. Donc, elle est arrivée sans prévenir qui que ce soit, comme une fleur, comme ça. Si par hasard, tu passes par là, ou si par hasard, des membres de ma famille passent par là, parce que ça va peut-être arriver, hein, ça, je m'en fais pas, ça va tourner. Oui, je t'en veux beaucoup pour ça. J'en veux beaucoup aux personnes qui ne s'annoncent pas et qui s'imposent comme ça, qui imposent leurs décisions aux autres. Surtout dans ces cas de figure-là où moi j'étais plus bas que terre. J'étais déjà remontée, j'étais plus bas, j'avais envie de me jeter. Et d'ailleurs c'est ce qui se serait passé ce soir-là si j'avais pas appelé une infirmière de garde de nuit pour leur dire vous pouvez pas garder ma fille parce que vraiment ça fait 48 heures que j'ai pas dormi, je suis à bout, j'ai vraiment besoin de me reposer. J'avais appelé monsieur plusieurs fois en soirée pour lui dire il faut à tout prix que tu reviennes. Je n'arrive pas à gérer. Je pense que je vais me jeter par la fenêtre. Je vais me jeter par la fenêtre. C'était à ce point-là que j'étais à bout. Je pouvais pas toute seule. Je faisais confiance en personne. Je me sentais pas écoutée. La petite, elle était stressée parce que j'étais stressée. Et je me suis dit, mais qui est-ce qui va pouvoir me donner un petit peu de compréhension, qui est-ce qui pourra m'écouter, quoi. Parce que là, j'avais l'impression d'être dans
dans la cage aux fauves, quoi. Et je me suis dit, mais si personne ne m'aide ce soir, c'en est fini de moi. Et je rigole absolument pas là-dessus. J'étais à ce point-là, quoi. Les hormones... Et de là, cette personne que j'ai eue ce soir-là m'a dit on peut vous la garder, mais étant donné que votre mère est là, donc la grand-mère de la petite, elle pourrait très bien s'en occuper pendant que vous récupérez un peu. Ma mère a accepté de s'occuper de la petite pendant que je dormais. Mais il faut savoir que jusque-là, j'ai dû gérer toute seule les pleurs et tout ça. Me gérer moi, me gérer elle. Et ma mère était là clairement pour faire des photos. J'y suis après parce que j'ai eu des proches qui m'ont dit « Ah, félicitations et tout ça, on a vu les photos et tout ça. » J'ai fait « Quelles photos ?» J'étais occupée à faire du pot à pot avec ma fille, je m'en suis pas rendu compte, tu vois. Je suis prêt à l'assumer devant tout le monde. C'est bien ce qui s'est passé. Et si j'avais vraiment pas demandé cette aide à cette infirmière, tu m'aurais pas aidé non plus. Donc moi j'ai vécu la plus mauvaise journée de ma vie. J'ai pu néanmoins me récupérer de cette soirée-là, en dormant au moins 5 heures. Le lendemain après-midi, t'as monsieur qui revient, donc du coup ça switch, ma mère retourne à la maison, monsieur revient. Je me sens confiante à partir du moment où il est là, parce que c'est la seule personne de confiance que j'ai. Je me dis, tant qu'il est là, ça va, je vais pouvoir faire face. Je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir m'occuper d'elle, on va pouvoir tourner pour se reposer. Jour après jour, tu as énormément de gens qui viennent m'apprendre comment est-ce qu'on change une couche, comment est-ce qu'on administre les soins, comment est-ce qu'il faut la porter, comment est-ce qu'il faut faire ci, comment est-ce qu'il faut faire ça. Et j'apprends, je m'y fais, je prends confiance. Ça va de mieux en mieux. J'ai même une entrevue avec une pédopsychiatre pour s'assurer que je ne fais pas un début de dépression postpartum. Revenir sur l'accouchement, comment ça s'est passé, etc., etc. Cette personne m'a fait beaucoup de bien. De la même façon qu'une puéricultrice qui est venue, une infirmière puéricultrice qui est venue me voir pour les soins, etc. Je l'ai plus revue par la suite parce qu'elle est partie en congé, mais vraiment, elle m'a redonné confiance comme jamais. Et franchement, ces deux personnes-là, si je pouvais... Malheureusement, t'as tellement de gens qui viennent te voir que tu retiens pas les noms, parce qu'ils sont tellement nombreux, c'est jamais les mêmes personnes. Mais si j'avais retenu, j'aimerais tellement leur dire merci, parce que sans elles, je me serais jetée depuis longtemps. Et je rigole même pas, en fait. Et ce sont les seules personnes, en fait, qui ont sauvé mon séjour en maternité et ma sanité, quoi. Le fait que je sois saine d'esprit, que je sois toujours là, et que maintenant, je vais très bien. Pour moi, cet hôpital, c'était vraiment une prison, quoi. Je pouvais pas sortir, même dans le couloir pour aller faire quoi que ce soit, parce que, césarienne, il faut que tu restes tranquille. Mais en même temps, il faut que tu continues à te mettre debout pour t'occuper de ton bébé, avec la sonde urinaire qui te traîne toujours derrière toi. C'est glamour as fuck, hein. Sur la fin, j'avais pas l'impression qu'il voulait vraiment me laisser partir parce que on m'avait dit qu'il fallait que je voie une sage-femme pour le suivi après l'hôpital. Et puis finalement, ils se sont mal compris, puis ils ont appelé des gens, et puis du coup, on s'est retrouvés avec je sais pas combien de rendez-vous, et on a dû se démerder, quoi. La petite a repris son poids de naissance assez vite, suite à la première journée chaotique qu'on a eue. Ils nous ont foutu la pression, ils continuent de foutre énormément de pression vis-à-vis de ça, mais maintenant, étant donné qu'elle a 1 mois et demi, ça fait un moment qu'on est clear là-dessus, qu'elle prend du poids et qu'elle a très très bon appétit. Mais voilà, ça nous a beaucoup saoulés. J'ai oublié de dire un truc vis-à-vis de l'infirmière qui était venue me voir, me faire la morale le premier jour. Lorsque ma mère est venue, elle a demandé ce qui se passait parce que j'étais pas... j'étais en train de pleurer, hein, clairement. L'infirmière est venue avec une de ses collègues. Et faut savoir que cette infirmière-là, elle était très sur ses grands chevaux... à dire que c'était elle qui avait raison. Et elle a dit, ouais, elle ne veut pas faire du pot à pot, et puis ci, et ci, et ça. Et là, ça m'énerve d'un seul coup, parce que je lui dis, excusez-moi, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'avais fait du pot à pot. Elle avait dit que je n'avais pas voulu en faire. Donc elle était en train de twister ce que j'avais dit d'une part, mais c'était pas tant ça qui m'énervait, c'était le fait qu'elle ait pris un ton supérieur, autant pour le dire à ma mère, en me tournant le dos à moi, comme si je ne comptais pas que mon avis, voilà, on s'en foutait, clairement. Donc moi, ça m'avait saoulée. Mais j'avais répondu très poliment, etc. De là, elle s'était retournée vers moi et m'a dit... Vous m'avez dit, je veux pas faire de pot à pot, est-ce que je mens ?
j'ai le sang à l'intérieur de mon corps qui a fait un tour. En fait, si je lui réponds là maintenant, ça va tourner au vinaigre. Ça va tourner au vinaigre parce qu'elle comprenait que ce qu'elle voulait entendre. Et moi, ça m'avait saoulée, tu vois. Je me suis dit, je suis pas bien. Si je m'énerve encore plus, la petite, elle sera encore plus stressée. Donc ça vaut pas la peine, tu vois. Mais clairement, j'avais qu'une seule envie, c'était de prendre ma sonde urinaire et de la lui jeter dessus, tu vois. Parce que je me dis, mais c'est pas possible d'avoir aussi peu d'empathie envers les gens. Si tu fais ce genre de métier, c'est parce que tu l'aimes un minimum, et c'est parce que tu as de la compassion envers les gens, tu les traites pas comme de la merde comme ça, et tu leur parles pas comme si c'était des chiens, quoi. Et vraiment, j'ai laissé dire, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai laissé tomber. Parce que je me suis dit, si jamais je réponds, mais je sais pas, je l'aurais trucidé sur place. Hein. Mais vraiment, cette femme-là, ça m'est resté au travers de la gorge de ce moment-là jusqu'à maintenant, aujourd'hui, tu vois. Ça me tue que j'ai pas réussi à retenir son nom parce que, encore une fois, t'as énormément de personnes qui viennent te voir. Par contre, sa voix, son apparence physique, malgré le masque et tout ça, je l'ai retenu, tu vois. Parce que j'ai l'habitude de reconnaître les gens grâce à leur visage et leur physique, tu vois. J'ai retenu, tu vois, et je me dis, mais cette personne-là, elle mérite tellement de se faire radier. Parce que, après, quand j'en ai parlé aux équipes suivantes, parce que après cette journée-là, je l'ai plus vue, cette fille-là, elle est connue des autres équipes. Parce que lorsque j'ai commencé à décrire la façon dont la situation s'était passée, la puéricultrice qui m'écoutait, elle, savait très bien de qui je parlais. Donc ça ne devait pas être sa première frasque, à mon avis. Une césarienne, en fait, il te coupe pas seulement la peau, mais l'utérus, le muscle, la graisse. On t'ouvre 7 fois comme ça pour sortir ton bébé de toi. Tu as une sonde urinaire parce que tu peux pas faire pipi pendant les premières 24-48 heures. Tu es fatigué parce que t'as pas dormi. Tu connais rien à la parentalité parce que tu te retrouves avec la pratique déjà comme ça, alors qu'on t'a enseigné la théorie, mais très très vite fait pendant les cours de préparation à l'accouchement, etc. etc. Et on te traite comme ça, mais je comprends pas comment est-ce que des personnes peuvent faire ce métier-là et se dire qu'ils peuvent dormir tranquille la nuit, quoi. Vraiment, le pire jour, ça a été le premier. J'avais qu'une seule envie, en plus de ça, c'était de sortir de la mater parce que tu peux pas être tranquille, c'est pas insonorisé. Tu entends ce qui se passe dans les autres chambres, tu entends les bébés qui hurlent à toute heure du jour comme de la nuit. Et comme la petite était assez stressée les premiers jours, ça n'aidait pas. Je comptais les minutes jusqu'à ce qu'on me dise « Oui, vous pouvez sortir » comme ça, quoi. Et j'ai pas pu vraiment avoir une conversation avec quelqu'un de l'extérieur parce que je pouvais pas avoir une minute d'intimité, tu vois. T'avais toujours quelqu'un qui rentrait dans la chambre, à part entre 23h et 6h du matin. Quand je te dis que t'as aucune intimité, c'est que t'as rien, nada. Tout le monde te voit à poil ou quasi. Tout le monde a vu à un moment donné. La moindre pudeur que tu peux avoir, tu la prends avec tes 2 doigts et tu la fous à la poubelle. Parce qu'arriver à l'hôpital après une césarienne ou des trucs comme ça, t'en as plus. Du tout. Si vous avez davantage de questions par rapport à ce qui s'est passé pendant l'accouchement ou au séjour, etc., il y a peut-être des choses que j'ai dû oublier. Dites-le moi dans les commentaires. Ou alors venez m'envoyer un message sur Instagram. C'est Lily Bini, avec 2-8 entre Lily et Bini. Et je vous répondrai ou je ferai une suite à cette vidéo si je peux. Voilà. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo parce que la petite commence à avoir faim. Et si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire dans le futur, puisque je suis assez occupée avec cette nouvelle vie, dites-le moi. J'essaierai de trouver un temps pour le faire. Pour la suite de la chaîne, ça va dépendre surtout de vous, de ce que vous voulez voir, un teamwork quoi en gros. Donc, j'espère que ça vous aura plu et qu'au minimum ça vous aura diverti. Salut!